Bonjour, on va commencer. Je m'appelle Jean-François Ambrosio, je suis pilote pays chez Business France. J'ai fait toute ma carrière à l'international, j'ai passé 20 ans à l'étranger, dont 3 ans en Inde, où j'ai été responsable des bureaux de Business France dans le sud de l'Inde. Donc j'anime cet atelier avec Sumit Anand, qui est le président de l'IFCI, la Chambre de commerce franco-indienne, et Louisa Munaretto, qui est une financière qui travaille avec l'Inde depuis une vingtaine d'années, notamment via un fonds qui s'appelle Tech yeah, Impact Invest. Tech Ouais. Invest. Alors, rapidement, en Ouais. fait, l'Inde, On entend on- pas. Hop, Bonjour tout le monde. voilà. Juste quelques chiffres avant de démarrer cet échange. L'Inde, vue de France, est souvent une énigme. Vous savez, j'utilise souvent le concept de la boîte noire. On en connaît les contours, mais on ne connaît pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. On a des images, on a ces images de Mère Teresa, on a les images de la grande pauvreté, des grandes villes, de la surpopulation. Mais on oublie également que l'Inde, c'est un acteur économique important. C'est aujourd'hui la 6e ou 7e puissance économique mondiale. Ça deviendra la 3e puissance économique mondiale aux alentours de 2030. C'est une population très jeune, une population qui est avide de progrès. C'est également, comme on l'indique sur ces quelques images, la population des États-Unis, du Brésil, du Bangladesh, de l'Indonésie réunis sur un territoire qui fait 5 fois la France, avec une population extrêmement jeune, vu que l'âge médian en Inde est aux alentours de 29-28 ans, et des jeunes donc très bien formés, qui aujourd'hui ont envie de progrès, ont envie d'aventure. L'Inde, c'est également, comme je le disais, une puissance économique indéniable, un pays qui a une croissance de plus de 5% par an depuis 1991, lors de l'ouverture de l'économie indienne. Il est sûr qu'en 2020, avec la crise sanitaire, la croissance a chuté, mais elle devrait être de retour dès 2021 et en 2022 un taux de croissance très très important qui fera de l'Inde le pays la plus forte croissance au monde derrière la Chine. L'Inde, c'est surtout 300 à 400 millions de consommateurs pour des marques étrangères. Parce qu'effectivement, c'est un pays avec de grands contrastes. Vous avez une partie de la population qui ne peut pas consommer, qui a moins de 1 euro, 2 euros par jour pour pouvoir consommer. Mais vous avez également en Inde des gens qui peuvent acheter des vêtements chez Lacoste, à faire leurs courses chez Spar ou tout simplement rouler en voiture importée. Et ça représente entre 200, 300, 400 millions selon le niveau de prix pratiqué. C'est un marché en très forte croissance sur un grand éventail de secteurs. Ça va de la mode à la santé en passant par la défense. Tous ces secteurs sont en croissance aujourd'hui en Inde. Les Indiens sont demandeurs et encouragent les sociétés étrangères à s'y installer en mettant en place un certain nombre de mesures incitatives. Voilà. L'Inde, on en parlait il y a encore quelques années comme d'un back-office très important. Toutes les grandes sociétés, qu'elles soient françaises ou américaines, y ont installé des back-office et des call-centers. Ils le faisaient parce qu'il y avait de la main-d'œuvre disponible, bien formée, pas chère. C'est toujours le cas, mais aujourd'hui, ces grands groupes y vont également pour innover. Pourquoi ? Parce qu'ils y trouvent des ingénieurs très très bien formés, très compétents. L'Inde forme 1 million d'ingénieurs par an. Alors qu'en France, aujourd'hui, je crois qu'on est aux alentours de 25 à 35 000 ingénieurs formés chaque année. Ça ne veut pas dire qu'il y a 1 million d'ingénieurs très bons, mais sur ces 1 million, si vous en avez ne serait-ce que 10% excellents, ça représente déjà 100 000 ingénieurs excellents. Ce sont des ingénieurs qui souvent partent aux États-Unis faire des MBA ou faire donc des PhD et qu'on retrouve aujourd'hui à la tête de ces grandes GAFA, que ce soit Microsoft ou d'autres, Nokia également, ont eu à un moment de leur vie des CEO indiens formés dans les meilleures universités indiennes. Mais l'Inde aujourd'hui, c'est également un écosystème start-up qui est très innovant, qui est en ébullition. Ils sont à 68 licornes, dont une vingtaine de licornes créées depuis début 2021. Donc on est à un rythme de 3 à 4 nouvelles licornes par mois depuis le début de l'année en Inde. En levée de fonds, ça représente à peu près 17 milliards levés depuis le début de l'année.
comparé à 12 milliards l'année dernière et 16 milliards en 2019. Donc on est sur des montants de l'ordre de 40 milliards de dollars levés depuis 3 ans dans le domaine des startups en Inde. Un écosystème dont Summit et Louisa vont pouvoir vous parler maintenant en détail. Donc vous voyez, donc un pays très connecté, c'est le premier pays au monde sur Facebook, WhatsApp, l'un des premiers utilisateurs également d'Instagram, avec près de 800 millions de jeunes indiens aujourd'hui connectés sur Internet via des smartphones ou via des ordinateurs. Voilà. Pour conclure, avant de passer la parole, j'aime bien utiliser cette phrase de John Chambers qui disait en 2018 « I will be disappointed if India didn't rival Silicon Valley in a decade ». Donc c'était en 2018, on est presque en 2028, on y sera dans 5-6 ans. L'Inde aujourd'hui n'est pas encore au niveau de la Silicon Valley, mais s'en rapproche. Et donc, si on peut peut-être commencer par Louisa, pourquoi est-ce que l'Inde est un pays auquel il faut s'intéresser, sur lequel il faut miser? En fait, bonjour à tous et merci d'être là. En fait, je reprends le point de Jean-François. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de similitudes en parallèle au taux de croissance dont tu viens d'expliciter. Il y a beaucoup de similitudes entre l'écosystème industriel, financier et technologique indien et français. En fait, les deux économies se rassemblent énormément, beaucoup plus qu'on le pense. Elles sont diversifiées, donc la défense, la technologie, la finance, le luxe, le lifestyle, la distribution. Et c'est des économies dans lesquelles les États ont misé sur cette diversification pour accompagner le développement économique. Et ça crée effectivement des points communs de développement qu'on a sous-estimés. Je rajoute aussi les infrastructures, les ports, les aéroports. C'est des domaines dans lesquels la France a un avantage compétitif important. La santé, l'organisation des hôpitaux, comment on gère la santé dans un pays. Et ça, c'est des points que d'autres pays, même les États-Unis ou l'Angleterre, parce qu'on considère souvent dans les stéréotypes un peu, on pense qu'ils ont une porte plus ouverte, mais en réalité, leur écosystème est plus unilatéral. Et donc, nous, notre écosystème offre une palette de secteurs dans lesquels on a un avantage compétitif clair et une leadership reconnue. Donc c'est pour ça que moi, ça fait 20 ans d'années que je travaille avec l'Inde. Je démarrais avec des grandes familles qui travaillaient ensemble. Après, j'ai fait des acquisitions sur le marché indien à Bangalore. Donc j'ai suivi l'Inde depuis 1999. Voilà. Et le grand mérite de ces pays et la motivation pour laquelle je travaille, c'est que c'est une transformation constante. C'est une transformation constante, une grande résilience, une grande capacité de faire face aux difficultés et une grande capacité de diversifier les efforts sur plusieurs secteurs industriels. Et l'autre similitude, ce que tu venais de dire, Jean-François, c'est qu'il y a un gros investissement sur les jeunes, sur l'écosystème d'innovation, l'équivalent de la BPI, on l'a en Inde aussi. Donc ce n'est pas un pays si différent de la France. Sauf que les degrés après, voilà. Ouais. Summit, la même question? Oui, donc je pense qu'il faut s'intéresser à l'Inde parce qu'en fait, aujourd'hui, l'Inde a fait preuve de son potentiel. Il y a 10 ans, on parlait du fait que l'Inde, un jour, va devenir un pays où on peut consommer. Un jour, il va devenir un pays où les groupes français pourraient s'intéresser et faire des business. La réalité aujourd'hui, sur les grands groupes français, il y a des vrais success stories en Inde. Il y a des vrais dossiers d'investissement. Je rappelle juste quelques chiffres. Total, avec son nouvelle orientation en énergie renouvelable, a investi 3,5 milliards de dollars en Inde dans les derniers 12 mois. L'aéroport de Paris a investi 1 milliard pour acheter l'aéroport de Delhi. C'est le plus gros investissement qu'ils ont fait hors France. Schneider a investi 2 milliards dans les dernières 2 ans pour faire de l'Inde son 3e marché au monde. Et il y a plein d'exemples comme ça. Au moins sur les groupes de CAC 40, on peut citer maintenant une quinzaine, vingtaine de success stories. Donc maintenant, on a besoin simplement de regarder d'un côté ce que les groupes font, les plus grands groupes, et être inspiré par ça. Et aussi regarder la relation politique qui existe entre la France et l'Inde, qui est vraiment privilégiée. On a souvent l'impression en France que l'Inde, c'est un pays qui est proche à la Royaume-Uni. Mais la réalité pour le gouvernement indien,
Avec les États-Unis, le Japon, la France, c'est la plus importante relation stratégique qu'ils ont. Aussi bien au niveau, bien sûr, sécurité, géopolitique, mais aussi sur la partie business. Moi, je suis la présidente du Chambre. C'est l'autre raison pour laquelle il faut s'intéresser à l'Inde, parce que vous avez les équipes de Business France qui sont présentes, Team France Export qui est présent pour vous aider, un ambassadeur qui est exceptionnel, la Chambre de commerce qui a 5 bureaux avec une trentaine d'employés, avec les 300 membres français et la communauté de 4000 personnes qui interviennent. On fait une centaine d'événements par an sur place. Moi, je repars cet après-midi pour la Indo-French Investment Conclave à Telangana, à Hyderabad, où on amène une centaine d'entreprises françaises pour rencontrer la Chief Minister, rencontrer les hommes d'affaires locaux et aussi voir Sanofi et d'autres sociétés comme Mona qui sont installées là-bas. Donc l'Inde, c'est quelque chose maintenant qui existe. Il y a des success stories, il y a des avantages pour être une société française. Il faut découvrir. C'est un pays complexe, c'est un pays compliqué pour faire du business, mais c'est un pays démocrate, libéral. On peut trouver des consultants, on peut trouver des cabinets, on peut trouver du talent à recruter pour aider à se développer. C'est un pays qui n'est pas fermé à l'étranger, en fait. Merci Sumit. Tu as cité les grands groupes. Effectivement, il y a aujourd'hui 38 sociétés du CAC 40 qui sont présentes en Inde, avec des grosses présences. Capgemini a 110 000 employés en Inde. C'est son plus gros effectif au monde, ou Accor. Mais pour les PME, si on s'intéresse aux PME aujourd'hui, quels sont les conseils que vous pouvez donner, toi Sumit ou Louisa, aux PME? Pourquoi est-ce que les PME doivent également s'intéresser à ce pays qui parfois paraît difficile, mais qui en vérité ne l'est pas plus que d'autres grands marchés à l'export? Donc je pense que pour les PME français, souvent c'est des PME qui ont une spécialisation de technologie de l'offre. L'Inde qui a fait son chemin d'être une économie de 500 milliards de dollars jusqu'à maintenant 3 trillions de dollars, on peut dire que c'était une économie de masse. Les prochaines 10 ans, l'Inde va doubler la taille de cette économie. Donc finalement, on va rajouter 3 trillions de consommation et de demande. Et là, on voit dans beaucoup de catégories des segmentations. Il y a un produit de masse, si on parle de consommation, mais il y a un produit de spécialité. Il y a le transport de masse, mais il y a aussi les meilleurs avions d'Airbus ou des filières aéronautiques, ou le transport pour le métro. Donc je pense que ça ouvre des perspectives pour les PME français qui ont quelque chose de spécial, des fois de haute technologie, ou quelque chose de premium, où ils peuvent trouver des débouchés. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est un bon moment pour les PME français à s'intéresser à l'Inde. Louisa? Oui, en fait, compléter et pour rebondir sur l'analyse de Sumit, il y a effectivement l'aspect export, donc il y a des niches très intéressantes à explorer et à développer. Et après, il y a l'autre stratégie qui a été développée par des groupes français de PME, qui est celle de dire j'identifie des sociétés à racheter. En fait, pour réduire la courbe d'apprentissage et pour devenir indien du jour 1, et si on veut rajouter aussi pour avoir accès aux financements locaux, parce qu'on agit dans les États de l'Inde comme on agit en France. Chaque État a des financements quand vous êtes local, des différentes qualités de financement. Et en plus, vu qu'on est dans un contexte on construit l'avenir, on construit l'impact, on innove, quand on est indien du jour 1, donc on fait une acquisition, on peut vraiment contribuer à faire évoluer le pays en parallèle à son propre business. Et je crois que ça rajoute une raison d'être supplémentaire à son propre business. Donc moi, de mon côté, j'étais investisseur et j'ai regardé l'Inde sur le côté que je l'appelle cross-border et cross-fertilisation. Sur ces deux concepts que pour moi, c'est un nouveau territoire. Vous avez des exemples des sociétés. Je vous fais des exemples d'une petite PME, c'est devenu une grande PME. Mais en 2009, Vetoquinol, je ne sais pas si tu te rappelles, Sumit, c'est de la santé animale, en fait. Ils font des produits pour la santé animale. Et Vetoquinol, en 2009, aujourd'hui, ils font 400 millions de chiffre d'affaires. Je me rappelle encore, ils m'avaient consulté, mais moi, c'était sur d'autres choses. Ils ont fait une acquisition de Vocar Santé Animale. Et aujourd'hui, ils sont devenus un des leaders de marché en Inde dans la santé animale. Aujourd'hui, le groupe fait 400 millions. Maintenant, ce n'est pas pour faire la pub. Je vous porte un exemple. L'Oréal, pour parler d'un exemple plus grand, a fait une acquisition de Cheryl Cosmetics. Et donc, ils ont acheté une société indienne et ils sont devenus, en fait,
Ils se sont grosso modo fusionnés dans l'écosystème tout en apportant les bonnes pratiques et aussi indirectement nos valeurs, en fait. Voilà. Et tout à fait, Louisa, si je peux rajouter à ce que tu as dit, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant sur l'Inde, c'est qu'effectivement, il y a un couple d'apprentissage qui est long, qui est difficile. Et donc, faire une acquisition, c'est très intelligent parce que tout de suite, on n'est plus dans la perspective de dire mais est-ce qu'on y apprend, est-ce qu'on perd l'argent, jusqu'à quand on va perdre l'argent, jusqu'à qu'on a trouvé le bon modèle. On a tout de suite acquis quelque chose qui fonctionne et on peut focaliser sur le développement. Et c'est souvent ça qui est le plus intéressant en Inde. L'avantage de l'Inde, c'est qu'on est dans une économie de family business, donc une économie privée. Il y a des sociétés de secteur public parce que l'Inde a cette historique d'un secteur mixte d'économie, mais ça date de 30 ans maintenant. L'Inde, c'est vraiment une économie privée avec beaucoup de business familial, petit, moyen et bien sûr grand. Donc on peut trouver des cibles tout à fait intéressantes, de taille accessible pour démarrer. Dans ma vie professionnelle, je suis président de mon cabinet de conseil, je suis ancien DG des multinationales françaises en Inde. Et je vous donne un exemple d'un ETI français qu'on a conseillé. On a identifié un PME indien qui honnêtement faisait un chiffre d'affaires de 1 million d'euros. On l'a acheté pour 200 000 euros parce que c'était un peu en difficulté, parce que c'était des entrepreneurs qui étaient première génération. Mais avec cette acquisition, mon client a gagné 3 ans d'avance, a gagné déjà en clientèle, en fonds de commerce, une équipe et tout l'apprentissage pour développer ensuite. 3 ans après, ils ont un business successful avec les clients internationaux sur place, avec l'export de l'Inde vers l'Europe, l'Australie, etc. Donc l'acquisition, c'est tout à fait un moyen très important et très accessible en Inde. On n'a pas besoin d'aller en partenariat. Souvent, on imagine que des pays compliqués, on y va en partenariat. En fait, comme Louisa a dit tout à fait au début, et moi je dis souvent, en fait, il y a beaucoup de similitudes entre la France et l'Inde et entre les Français et les Indiens. On est argumentatif pour commencer, on est critique, on aime bien notre bouffe, on aime bien découvrir différentes cultures, on aime bien être dans nos familles, avec nos amis. C'est une culture qui pour moi ressemble avec la France et qu'on voit des expatriés français qui vivent en Inde et qui ont aujourd'hui, comme Jean-François qui est vécu en Inde pour Business France, mais des gens qui dans leur business et quand ils ont un business qui marche, ils régalent de leur vie en Inde. Ils sont très satisfaits de leur vie personnelle. Ce qui n'était pas le cas, il faut admettre, il y a 10 ans, 20 ans, quand il n'y avait pas les bonnes infrastructures en Inde, quand l'aéroport était nul, quand il n'y a pas de bon hôtel, quand on n'avait pas les bonnes voitures, il n'y avait pas de centres commerciaux, il n'y avait pas de restaurants spécialisés. Tout ça, ça existe aujourd'hui. Il y a toujours la grande contraste de l'Inde qui est, des fois on voit la pauvreté et la richesse et ça nous donne mal au cœur. Des fois tout est efficace et après on est dans un contexte où en fait tout est un peu bureaucratique ou pas encore développé. Mais c'est ça aussi qui rend faire du business en Inde très riche. Je dis souvent l'Inde est en train de vivre un peu l'équivalent des 30 glorieuses années de la France, où je pense que certaines générations ont connu. Et donc c'est passionnant. Donc voilà. Effectivement, c'est un pays de contraste. J'ai un souvenir qui me vient à l'esprit lorsque je suis allé chercher mon permis de conduire en Inde. Tout est digital, hein, c'est super rapide. On vous prend en photo. Mais en sortant du bureau de l'agent, je suis passé devant une porte et la porte était entrouverte. Donc j'ai vu, il y avait des armoires mais remplies de papier. Donc je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est? Et donc là ils m'ont dit non, ce sont les archives. Donc c'est un pays qui est très digital mais qui est également très papier. Effectivement, ces archives, ils les utilisent. Hein. Si vous avez besoin d'un document qui a été mis il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils vont le trouver. Ça peut mettre un petit peu de temps, mais ils vont le trouver. Donc c'est un pays de contraste. En termes de PME, juste peut-être pour vous donner quelques idées sur le potentiel. Business France avait accompagné il y a quelques années une très très belle PME française, qui s'appelle Lyra Network. Lyra, ils ont commencé en 2008 avec une personne. Aujourd'hui, ils ont 70 personnes en Inde et c'est un acteur majeur, incontournable dans le secteur du paiement. L'Inde, et Louisa, je voudrais vous entendre sur ça, je pense que c'est un pays qu'on pourrait qualifier de 3P. C'est un pays de présence, un pays de personnes et un pays de patience. Donc si vous voulez y aller, les portes vous sont ouvertes, mais il faut trouver les bonnes personnes, être présent. C'est-à-dire que ce n'est pas un pays qu'on peut gérer à distance et surtout, il faut être très patient. Parce qu'en plus, la notion du temps en Inde est un peu différente de celle qu'on a en France. Oui. Ouais. Et ensuite, Louisa, si vous voulez intervenir. Bien sûr. Allô? Ouais.
Oui, bonjour Éric Plantier. Bonjour. Je travaille dans une Bonjour. banque d'affaires. Ouais. L'Inde, c'est super ce que vous dites, j'adore l'Inde aussi. C'est un peu bisounours comme ce que disait Xavier Niel tout à l'heure. Je veux dire, dans les années 80, 90, 2000, voire 2010, il y a eu beaucoup d'échecs de sociétés françaises. Vous avez nommé quelques-unes des grandes sociétés. Il y a eu il y a eu des énormes échecs de Tout à ces fait. sociétés en Inde. Donc qu'est-ce qui fait... Moi j'ai investi aussi en Inde. Les sociétés ne se sont pas développées comme on pensait, etc. Bon, il y a eu des problèmes de propriété intellectuelle, il y a eu énormément de bureaucratie, etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les choses ont changé? Ou peut-être dans les 5 dernières années, mais... Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que aujourd'hui, il y a une demande pour des produits et des services que la France est forte à l'expertise. Je vous donne un exemple. Moi, je suis rentré en Inde il y a 26 ans avec Pernod Ricard. Au moment de la consommation, Pernod Ricard a construit un business exceptionnel en Inde. C'est le troisième business au monde pour Pernod Ricard. Mais je voyais à l'époque mes amis qui étaient dans tout ce qui était infrastructure. Ils ramaient parce qu'en face, on avait un gouvernement qui est clé dans les dossiers d'infrastructure, qui était incapable de gérer les dossiers d'investissement d'infrastructure. Avec l'évolution du pays, la maturité politique sur la policy making, on a aujourd'hui un écosystème qui permet plus facilement à des étrangers à investir dans ces secteurs-là. Et donc, on a aujourd'hui des secteurs où la France est forte, que c'est énergie, que c'est utilities, que c'est aéronautique, que c'est ou smart cities, le transport, ou le gouvernement, qui est important comme filière en France, où le gouvernement est soit le client ou celui qui réglemente, qui est aujourd'hui en meilleur mode qu'il était il y a 10 ans. Donc ça, c'est, je pense, une chose qui a changé. La deuxième chose qui a changé, je pense, c'est que les entreprises étrangères ont aussi compris qu'est-ce qu'il faut pour réussir en Inde. Il y a des livres qui sont écrits par des gens. Moi, je parle souvent des 8 facteurs clés de succès pour réussir en Inde. Ça commence par avoir du sponsorship au siège ou avoir un entrepreneur en France qui croit à l'Inde parce que c'est un pays de patience, comme a dit Jean-François. Ça commence par avoir un produit qui est adapté à la demande sur place. Donc, soit un produit qu'on a déjà ailleurs, dans ce cas-là, est-ce que c'est le bon moment? J'ai eu un client, un Français, à un moment donné, on était sur un groupe offre d'appel et il voyait que j'étais un peu enthousiaste sur le dossier. Il m'a dit, mais Soumit, n'inquiète pas, si on ne gagnera pas cette offre d'appel, on la gagnera après 3 ans parce que l'Inde va s'ouvrir pour nos autres modèles. Donc il faut aussi savoir quand venir en Inde avec soit votre propre offre. Peut-être peut-être 2021 pour une société X, c'est encore trop tôt, il faut attendre 2025 parce que le marché n'a pas évolué. Donc il faut choisir le moment et ou après être capable d'adapter ce qu'on a à faire en Inde au marché indien. Donc je pense qu'il y a différents facteurs clés de succès, on peut en parler après si vous voulez, mais il y a des entreprises qui ont appris comment adapter. Si on voit la carte de Renault par exemple versus la carte Peugeot qui est arrivée il y a 20 ans, Peugeot est arrivé en Inde avec un modèle, je pense qui était la 305, qui était un modèle daté. Et ils avaient imaginé à l'époque, j'interprète, comme l'Inde était un marché émergent très jeune, on peut leur amener un ancien modèle. Et ça n'a pas du tout marché. Là, quand ils ont réussi avec ces dernières années, ils ont développé une voiture qui s'appelle la Renault Kwid en Inde par leurs équipes techniques qu'ils fabriquent en Inde, qui est adaptée à la demande indienne, au prix indien. Donc, je pense qu'il y a des success stories maintenant des groupes français qui ont compris ce qu'il faut pour réussir en Inde. Donc, il y a une partie externe, l'environnement qui a changé, le gouvernement, la policy, la ease of doing business. Et il y a une partie interne des groupes qui ont compris ce qu'il faut pour réussir. Et ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. Ça prend du temps, il faut la patience, on va sûrement échouer, mais on construit quand même quelque chose sur la longue durée. C'est un pays qui est quand même démocrate, et donc si on construit quelque chose, personne ne va nous piquer ça après 10 ans. On n'a pas besoin d'avoir ces inquiétudes. On peut vraiment construire sur la longue durée un fonds de commerce, une rentabilité, et c'est ça qui est important, je pense, aussi à souligner. Louisa, je sais pas. Oui, je reprends tous les points de Soumit et je rajouterai 2 choses. Personnellement, j'ai investi en Inde et j'ai eu un retour sur investissement supérieur à ce que j'aurais eu en Europe. Donc probablement parce que en Inde, quand on investit en Inde, il faut le faire avec les professionnels locaux et co-investir avec eux. Le point de la France, souvent, c'est qu'on veut tout contrôler. On veut tout contrôler. En fait, on ne peut pas aller en Inde et dire j'ai un deal flow de 30, 40 sociétés et je choisis par rapport à mes paramètres, en fait. Le point, c'est que si on veut réussir en Inde, il y a des investisseurs locaux
qui peuvent être de financiers ou de groupes industriels ou de PME. Si on a une optique financière, vu que vous parlez des banques d'affaires, donc là je parle d'une optique financière, retour sur investissement, TRI. Donc on oublie qu'en Inde, il y a des fonds d'investissement, il y a plus de 2000 fonds d'investissement. L'industrie, moi je la suis depuis le début de ces jours. Et quand je commençais à travailler avec l'Inde, j'avais les dossiers Summit de India Bulls et de Yes Bank. C'était 2005. Vous savez, et je l'ai présenté, ces dossiers Summit, à différents family office en France. Et aujourd'hui, c'est devenu pas des licornes, mais des ultra-licornes. Donc, on ne voulait pas, en fait, à l'époque, Yes Bank, après, il y a eu des histoires, mais India Bulls, c'est devenu la référence. Donc, j'avais sous la main des dossiers de grande qualité, mais en fait, en France, oui, l'Inde, c'est compliqué, on veut le contrôle, mais en fait, il faut investir avec des locaux. Et après, on peut avoir un leadership, mais il faut apprendre avec les locaux qu'est-ce que c'est the best of. Et là, on ne peut pas perdre de l'argent là-dedans. Mathématiquement, quand vous investissez avec des professionnels de l'investissement, c'est difficile ils connaissent le marché. Et je vous fais un autre exemple. Il y a des investisseurs belges, par exemple, qui ont réussi beaucoup en Inde. Pourquoi? Parce qu'ils ont au début investi dans des initiatives, co-investi avec des locaux indiens. Ils ont fait un retour sur investissement intéressant. Ça couvre 10 ans. Hein. Et ensuite, ils ont, eux, investi par leur propre mindset. Mais ils ont capitalisé sur ces courbes d'apprentissage. Parce que, sincèrement, en tant qu'Européens, Français, Italiens, Espagnols, tout ce que vous voulez, on ne peut pas arriver en Inde et dire « Ah ben cette boîte, elle est super, elle fait du medical device plutôt qu'elle fait de l'électronique de défense, donc on y va. » C'est très difficile de réussir à avoir un rendement là-dedans. Très bien. Vous avez des questions peut-être? Sinon, quels sont les conseils que vous pouvez donner aujourd'hui à une PME française, une start-up qui s'intéresse à l'Inde, qui a peut-être peur d'y aller? Que faut-il faire? Donc, j'ai parlé un peu jusqu'à maintenant du côté d'opportunité, parce que c'est important, je pense, en France, que les gens comprennent qu'il y a une opportunité. Maintenant, il faut bien sûr parler de comment y arriver et s'il faut le faire. Et donc, la première chose que je dirais, c'est un peu ce que vous disiez, monsieur, c'est il faut décider est-ce que si l'Inde est l'opportunité pour votre PME. Parce que l'Inde est coûteux comme pays pour établir un business. C'est pas un pays pas cher. Si on a besoin du talent, ça coûte cher. Si on a besoin de faire un business, l'Inde, c'est comme l'Europe. Je dis souvent, il faut pas oublier, c'est pas la France. C'est comme si on imaginait qu'on a installé quelqu'un à Paris, il va couvrir tout le marché européen. C'est impossible. C'est un sous-continent. Donc c'est un pays cher. Donc il faut faire la première décision qu'il faut faire. Il faut aller voir. Il faut rencontrer les gens, il faut être accompagné si possible, il faut rencontrer les acteurs de Team France Export, la Chambre de commerce. Il faut décider après une semaine de visite, est-ce que pour ma business, c'est le bon moment? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être une priorité que moi je peux donner comme directeur général, comme entrepreneur? Ou est-ce que, en fait, ça va demander trop d'énergie et c'est trop tôt et je vais en venir après 3 ans? Donc, la première chose, c'est vraiment déterminer la priorité que vous voulez donner. Après, c'est plus facile pour moi. Après, il y a plein de gens qui pourraient vous aider, du talent que vous pouvez recruter, des exemples des autres qui ont échoué, que vous pouvez apprendre de leur part, qu'est-ce qu'il faut éviter. Après, il faut être engagé sur la longue durée. Il faut trouver des opportunités d'acquisition, des opportunités de partenaires locaux bien sélectionnés. Après, c'est le voyage qui commence. C'est un voyage qui va être passionnant et qui va avoir ses moments de challenge et qui va prendre un peu de temps. Mais je pense que la première chose, parce que nos PME français ne sont pas très gros des fois, ils n'ont pas autant de ressources managériales, autant de ressources financières. Il faut vraiment d'abord prendre la décision, est-ce que c'est le moment d'y aller ou pas? Et si oui, ok, je trouve la façon de faire. Louisa? Je suis alignée au conseil de Summit. Il faut se faire accompagner. Et là, vous avez effectivement une compétence très pointue sur le marché indien, Business France, la Chambre des commerces.
faut pas y aller seul, il faut investir du temps et des ressources pour se faire conseiller. Et puis se construire sa learning curve avec un commitment qui est un commitment business, des retours sur investissement, mais en fait, quand on va en Inde, moi j'en insiste aussi, c'est aussi pour contribuer à l'écosystème local. Moi, c'est important. C'est-à-dire, je crois qu'en tant qu'entreprise française, on est un pays qui est très sophistiqué, qui est très évolué en termes de qualité de produits, mais aussi de qualité de valeurs qui représentent les entreprises. Et je crois que quand on va en Inde, on apporte nos produits, mais on apporte aussi notre façon de gérer un business, de voir l'avenir. Et c'est dans ce cross-border et ce cross-fertilisation qui fait notre valeur et qui fera aussi une différenciation en Inde. Donc l'Inde, comme il disait Sumit, ce n'est pas un pays d'outsourcing, c'est un pays où il y a un grand talent, on peut outsourcer certaines choses, bien sûr, mais c'est un pays où on est acteur local. Ce n'est pas un pays qui a simplement un fournisseur d'ingénieurs. Voilà. C'est parfait. Non, je voulais juste peut-être compléter sur ce que Louise a dit. C'est important à dire une chose, c'est que l'Inde, c'est un marché pour certaines PME. C'est une source de talent pour certaines d'autres. Parce qu'il y a du talent des ingénieurs formés, la centre technique de Thales, la centre technique de Renault, ils font l'innovation là-bas. Et aujourd'hui, l'Inde qui cherche à devenir un acteur dans la manufacturing et qui reste toujours compétitif sur la coût de main-d'œuvre, et dans certaines filières qui sont en train d'augmenter. Avant, c'était que les produits médicaments ou c'était un peu les pièces autocomposants. Maintenant, on est en train de rajouter des nouvelles filières où l'Inde devient compétitive, où on peut faire du sourcing, soit pour son propre business ou en établissant une unité locale. Donc aussi, il y a cette notion manufacturing supply chain maintenant qu'il faut regarder de près. Donc c'est assez riche comme perspective. Après, il faut que chaque entreprise trouve ou pas son intérêt. Merci beaucoup, Louisa et Sumit. Bon, j'espère que ça vous a plu et je vous encourage vraiment à vous intéresser à ce pays. C'est un pays passionnant qui vous oblige à vous remettre en cause régulièrement. Mais c'est un pays sur lequel qui vous permet d'apprendre énormément de choses et de progresser. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Merci Jean-François. Au revoir.